Bonjour. Alors, dans la partie 1, je vous avais un petit peu exposé le concept et savoir quelle était vraiment la nature de ce travail. Donc, dans cette deuxième partie, nous allons voir ensemble déjà comment, dans les différents cours, nous pouvons aborder cette méthode de travail et comment aussi, surtout vous pouvez compléter notre travail pour qu'il soit encore plus efficace. Alors, dans cette première partie, je vais parler effectivement de cette notion de connaissance de soi, qui était très importante, mais aussi à trouver les moyens techniques pour pouvoir apprendre, écouter notamment, apprendre à écouter, c'est-à-dire comment je dois écouter, qu'est-ce que vraiment écouter. Donc, dans le travail en heure de vie, en sixième, tous les élèves qui sont passés par cette expérimentation, voire même par cette méthode, nous avons travaillé sur les conditions de l'attention. Les conditions de l'attention, il ne s'agit pas de les exprimer, mais c'est vrai qu'on a pris le temps avec les enfants, les élèves, puisque certains, effectivement, déjà plus grands, n'étaient plus des enfants, mais on arrivait à travailler et en verbalisant et en trouvant ensemble qu'est-ce que vraiment les conditions d'attention, qu'est-ce qui nous permet d'être attentifs. Eh bien, à ma grande surprise, une grande dynamique dans cette discussion où en s'associant tous ensemble, on a pu effectivement trouver différents petits points essentiels qui permettent de comprendre ce que c'est que être attentif. Alors bien sûr, ils nous ont parlé de suite de ne pas bavarder, ils nous ont parlé de pouvoir regarder le professeur, ils nous parlaient de pouvoir être prêt dès qu'on arrivait, de pouvoir se concentrer, mais il a fallu quand même à un moment approfondir. Donc, j'ai pu apporter ma contribution, notamment mon expérience, pour qu'ils arrivent à sentir des notions qui, qui leur échappaient un petit peu, ce qui est normal. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut regarder un professeur, l'écouter, avoir la sensation d'écouter, mais rien en tirer. Puisqu'on va être bercé par sa gestuelle, on va être bercé par le son de la voix, on va avoir un petit état de somnolence qui fait que le cerveau n'a pas sa fonction première qui est de trier les informations pour pouvoir les assimiler et de les organiser. C'est lors de l'organisation de ces informations que le message prendra un sens et qu'il pourra être mémorisé. Tout cela paraît effectivement complexe, mais si on aborde cette compétence progressivement, les enfants de 6e sont capables, la preuve c'est que chaque année, j'ai pu voir la moitié des enfants montrer vraiment une très grosse progression avec des tests, avec lorsqu'ils s'exprimaient, de pouvoir aborder une notion déjà beaucoup plus complexe et qui montrent leur maturité dans ce domaine. On appelle ça la cognition. C'est tout ce qui se passe là. C'est de la métacognition. C'est toutes les connaissances qui permettent de comprendre comment le cerveau fonctionne lorsqu'on apprend. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, en début d'année, nous avons proposé des vidéos pour leur donner quelques notions pour les intéresser sur le cerveau. Avoir des connaissances sur le cerveau, ça permet effectivement de donner une motivation. C'est mon cerveau, je vais l'avoir toute ma vie et je vais pouvoir donc apprendre comment il fonctionne. Si j'ai un téléphone complexe, je ne sais pas comment on s'en sert, je ne vais pas pouvoir l'exploiter. Donc des fois, il faut prendre des images qui leur parlent. Et effectivement, si vos cerveaux, vous ne savez pas comment il fonctionne et comment il est fait, vous pourrez moins l'exploiter. En se connaissant soi-même, en connaissant comment fonctionne le cerveau, c'est un pas vers la compréhension des apprentissages. Alors, différentes techniques ont été utilisées. La première a été la DSR, dictée sans répétition, puisque, à mon grand désespoir, je me suis aperçu que lorsque je dictais en début d'année une phrase simple pour la correspondance avec les parents, il fallait que je répète 5-6 fois la phrase, qui était donc une phrase simple. Lorsqu'on fait la dictée au brevet des collèges, on s'aperçoit qu'en troisième, certains ont des grandes difficultés pour pouvoir mémoriser la phrase de la dictée. Je ne dis pas sur une fois, sur 2-3 fois. Donc ça montre bien que ce cerveau n'a pas été entraîné à pouvoir la mémoire de travail qui est de j'écoute et je peux donc prendre les informations, mémoriser et écrire. Donc la dictée sans répétition, le but du jeu, c'est très rapidement, on prend une phrase simple, on la dit une seule fois
et après on doit l'écrire. Ce sont des tests, nous avons fait des tests en début d'année, c'est un exercice qu'on peut très bien répéter à la maison, qui demande être attentif au bon moment et pouvoir effectivement entraîner cette mémoire de travail qui est fondamentale puisque à ce moment-là, on en a besoin. Maintenant, pour passer dans la mémoire à court terme, celle qui est un peu plus longue que les 10 secondes, et voire long terme, il y a différentes techniques et ce n'est pas le même mode de fonctionnement. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'une mémoire de travail, si on comprend, c'est plus facile, mais on peut très bien la répéter sans comprendre. Donc c'est là l'intérêt, c'est de pouvoir après donner un sens à la phrase et il y a le niveau de compréhension qui bien sûr n'est pas le même pour tout le monde. Donc déjà pouvoir motiver les élèves très tôt pour essayer de comprendre avant de répéter, c'est un pas en avant qui permettra la mémorisation. Donc la DSR a été utilisée, je continue à l'utiliser. Il y a après la DSR différée, c'est-à-dire la dictée sans répétition différée, c'est-à-dire que c'est un quart d'heure après ou une demi-heure après, on essaie de répéter cette phrase. Donc là, ça signifie qu'on a trouvé la clé, il a fallu le comprendre pour mémoriser et trouver la clé pour aller chercher la phrase. On a déjà utilisé beaucoup les citations, puisque les citations sont des phrases qui sont des fois assez puissantes, qui donnent un message qui peut être plus ou moins intéressant selon les personnes, mais qui ont une force dans le sens. Mais il faut pouvoir en saisir le sens. Et retenir les citations, ça a pu motiver certains élèves qui sont fiers de pouvoir avoir maintenant à leur actif une dizaine de citations. Bien sûr, des citations que leur cerveau a acceptées et c'est par la motivation qu'ils ont pu l'apprécier et la mémoriser. Donc, cette dictée sans répétition, c'est quelque chose aussi qu'on peut faire à la maison régulièrement. Ça doit être sous forme de jeu. Ce sont des défis. On peut le faire en famille. C'est un moment important. On n'est pas obligé de faire longtemps, mais c'est un exercice, un entraînement qui permettra effectivement, dans les apprentissages scolaires, de faciliter la tâche. Le troisième point maintenant qui est très utilisé, que j'utilise de plus en plus, et qui au départ était quand même celui que je souhaitais mettre en place, mais qu'il fallait bien sûr attendre un moment, c'est le TEC. Le TEC, test d'écoute. Le test d'écoute, ça veut dire qu'à tout moment, quand quelqu'un parle, comme je suis en train de le faire, peut-être, c'est de poser une question simple pour voir si le cerveau a enregistré, a compris. Le message est simple. Si la personne n'est pas capable de répéter le message simple, c'est que la personne est assez passive et qu'il n'en restera rien. Donc, l'intention de restituer est fondamentale et c'est encore une forme d'exercice. Et après, on peut bien sûr enchaîner avec les méthodes de travail pour pouvoir à la maison, lorsqu'on apprend une leçon, toujours vérifier sa leçon avec la page blanche, s'apercevoir que lire, c'est comme écouter, ça ne veut rien dire. Il faut pouvoir vérifier si l'assimilation et la compréhension étaient suffisantes. En restituant. Restituer un message, c'est faire parler l'élève, c'est le faire écrire, c'est un des moyens, le seul, de pouvoir rendre vraiment actif. Donc, c'est ce que je pense que les parents devraient pouvoir être vigilants et être créatifs, à inventer un peu des situations pour rendre leurs enfants actifs lors de la mémorisation, lors de l'apprentissage des leçons et apprendre à vérifier la leçon. Tout cela sont des méthodes que tous les professeurs ont pu enseigner et malheureusement, qu'est-ce qu'il en reste? Je ne sais pas. C'est ça le grand défi, c'est savoir qu'est-ce qui reste quand certaines choses ont été dites ou enseignées. Le TEC est donc un test d'écoute. On le fait régulièrement, en tout cas dans tous mes cours. Et quand je dis régulièrement, c'est je prends le temps, ce n'est pas du temps perdu, puisque après je me retrouve dans mon cours spécifique, qui est l'éducation physique, où là, on ne peut pas ignorer ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire les conseils, déjà l'exercice, 1, c'est-à-dire la consigne, 2, après les conseils techniques pour pouvoir mieux apprendre. Et le grand désespoir, c'est quand on voit des élèves, et toujours les mêmes, très régulièrement, partir et ne même pas faire l'exercice. On appelle ça redéfinir l'exercice. Ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Ça ne correspond pas en fait à un apprentissage.
ils simplifient l'exercice, ils le modifient, ils restent dans leur zone de confort. Et c'est ce qu'on voit dans toutes les matières où la personne reste dans la zone de confort, voire la zone de moindre effort. Donc, faire l'exercice, après pouvoir mémoriser, c'est-à-dire avoir intégré, assimilé les conseils techniques, pour pouvoir après essayer de mettre en place ces conseils et se donner la possibilité d'apprendre. Depuis quelques années, cette petite phrase que j'ai pu mettre en place a été reprise et même des lycéens l'ont bien mémorisée par contre, puisque je les ai vus plus tard, et donne vraiment un sens à ce travail, c'est-à-dire que vous avez droit de ne pas savoir faire, mais vous ne pouvez pas ignorer ce qu'il y a à faire. Vous avez le droit de ne pas savoir faire, c'est le propre de l'apprentissage. Il faudra le temps qu'il faut, mais vous ne pouvez pas ignorer ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une consigne, un exercice, on n'a pas le droit d'ignorer, puisque le professeur a expliqué ce qu'il fallait faire. Il ne s'agit plus de dire « je n'ai pas compris ». Si on se donne les moyens d'être compris et de vérifier, c'est que je n'étais pas attentif. Et donc, le dialogue commence à être différent. Maintenant, je peux avoir des élèves en 6e ou même dans d'autres classes, 3e, qui me disent « je n'ai pas bien écouté ». Ah, pourquoi je n'ai pas bien écouté? Je crois que j'étais distrait ou je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je suis fatigué, je suis un peu parti. Voilà un dialogue constructif. On n'est plus dans un système plutôt répressif de punition, bien que des fois il en faut, je ne remets pas du tout en question ça. Mais à ce moment-là, ce qui est important, c'est que l'enfant puisse s'interroger sur pourquoi je n'étais pas attentif. C'est pas que j'ai pas compris, c'est pas que je suis bête, c'est que je n'ai pas écouté. Voilà. Donc c'est toute cette relation de bienveillance et d'exigence qui nous permettra de redonner du goût aux apprentissages à certains élèves. Mais cela, plus on le travaillera dans les différentes matières, plus effectivement aussi ça sera fait à la maison avec des formes différentes, plus nous serons dans une belle progression. J'y crois, j'en suis certain. Maintenant, pour tout le monde, je ne sais pas, puisqu'on ne peut pas avoir cette prétention, mais combien d'enfants ont eu cette formation et se sont transformés? Transformés au niveau scolaire, j'en ai la preuve. Transformés, pas forcément au niveau scolaire, mais repris goût et pouvoir se développer psychologiquement en reprenant confiance. Des enfants qui sont fiers d'être capables d'écouter, d'être sortis de cette passivité. Je vous le garantis, régulièrement, j'en vois des enfants se sentir bien parce qu'ils ont cette capacité, cette force d'écouter. Je vous dis à bientôt et nous aurons peut-être l'occasion de continuer ces petites capsules qui vous permettront de suivre un peu notre travail et pouvoir être plus proche et aider donc vos enfants à comprendre ce qu'ils font et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer.